Bien le bonjour, midi 15 sur e-radio, micro Khalifa Diakhaté, les titres de ce journal. Affaire Khalifa Sall, les avocats de l'ex-maire de Dakar disposent d'1 mois pour demander un rabat d'arrêt auprès de la Cour suprême. Les conseils du candidat de la coalition Taxawu Sénégal se disent confiants quant à l'issue de cette affaire. Exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal, les sociétés membres de l'Association internationale des producteurs tirent la sonnette d'alarme. Le respect strict des normes sanitaires et de sécurité est nécessaire. 47 mois pour boucler la réhabilitation des aéroports régionaux, annonce du secrétaire général de la haute autorité des aéroports du Sénégal. Le colonel Sadir Diouf prend part à la rencontre sur la sûreté de l'aviation civile, c'est à Ziguinchor. Guinée, l'ambassadeur russe à Conakry, favorable à un 3e mandat pour le président Alpha Condé. Il lui demande dans ce sens de modifier la constitution pour pouvoir se présenter le moment venu. La chronique de Mamoudou Ibra Kane, une redistribution des cartes avant l'heure à envisager. Le nombre de candidats recalés par le parrainage pourrait l'imposer. Au micro, Khalifa Diakhaté, mise en onde Aliou Diassé, à la coordination Mohamedou Kandji. Bienvenue à tous. Affaire Khalifa Sall, la requête d'un rabat d'arrêt est en cours d'écriture, annonce des conseils de l'ex-maire de Dakar. Les avocats qui soulignent ne pas crouler sous la pression du délai d'1 mois dont ils disposent pour l'introduction de la demande. La Cour suprême leur a notifié en effet sa décision jeudi soir, hier donc, décision qui confirme, je le rappelle, la condamnation en appel de leur client dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, Falun Dong. Les avocats de Khalifa Sall ont reçu ce jeudi la notification de l'arrêt de la Cour suprême confirmant la condamnation de l'ex-édile de Dakar à 5 ans d'emprisonnement. Maître Mamadou Ndiaye, avocat de Khalifa Sall. Effectivement que nous avons reçu hier l'arrêt de la Cour suprême. Cela veut dire qu'aujourd'hui les délais ont commencé à courir, mais en tout état de cause, nous tenons à rappeler que le délai dont nous disposons est de 1 mois et ce délai commence à courir à partir d'aujourd'hui. Selon Maître Ndiaye, la défense a un délai d'1 mois pour déposer le recours en rabat d'arrêt et par conséquent, il n'y a pas lieu de se précipiter. Nous n'avons pas un problème de temps, nous avons 1 mois devant nous. Nous sommes aujourd'hui en train de rédiger la requête et il est évident qu'elle sera déposée dans les délais. Donc cela veut dire que nous ne sommes pas du tout pressés et que nous déposerons à temps cette requête. Nous sommes aujourd'hui en train d'apprécier le moment à quel nous allons le déposer. Ce sera soit peut-être demain, après-demain ou même à la fin du délai. À ce niveau, il ne se pose pas de problème par rapport à nous, d'autant plus qu'on ne pense pas que l'arrêt de la Cour suprême, sans même le rabat, puisse avoir un incidence sur la candidature. Par ailleurs, Maître Mamadou Ndiaye estime que le Conseil constitutionnel ne peut nullement se baser sur l'arrêt de la Cour suprême pour invalider la candidature de Khalifa Sall. Non, nous pensons au contraire que le débat sur le rabat n'a même pas la raison d'être. C'est un faux débat, d'autant plus qu'aujourd'hui, même avec l'arrêt de la Cour suprême, Khalifa Sall préserve encore ses droits. Il n'en a pas été privé par une décision de justice. Par conséquent, même si cette décision était devenue définitive, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel ne peut pas légalement se baser sur cette décision pour en tirer la conséquence selon laquelle Khalifa est privé de ses droits. Donc, pour nous, il n'y a pas de pression à ce niveau. Pour avoir reçu ce jeudi 10 janvier la notification de l'arrêt de la Cour suprême condamnant leur client à 5 ans d'emprisonnement, les avocats de Khalifa Sall disposent d'un délai de 2 mois à compter de ce vendredi pour déposer un recours. Un rabat d'arrêt. Mise en compétition du poste de procureur de la République avec des critères objectifs. Le chef de l'État, tout à fait en phase avec cette vieille doléance, selon le journal Les Échos, dans sa livraison de ce vendredi. Le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme et avocat, maître Hassan Dioma Ndiaye, applaudit, mais pas sans souligner bien d'autres demandes pressantes à ses yeux. Pour sa part, le coordinateur du Forum du Justiciable dit s'en contenter. Faute de mieux, selon ses propres termes. Il s'agit en l'occurrence de Babacar Ba. Le point avec Ousmane Gueye.
Un appel à candidature pour le poste de procureur de la République. Une très bonne idée pour Maître Assane Dioma Ndiaye. Seulement, selon l'avocat et droit de l'homiste, le président de la République peut mieux faire. Cela n'atténuera pas de façon globale l'épée de Damoclès ou en tout cas la main de l'exécutif sur le parquet parce que le cordon ombilical sera toujours là. Même si vous avez un procureur qui est là, de par une compétition, de par ses compétences, sa probité et la confiance de ses pairs, il reste qu'il sera soumis aux instructions, aux injonctions de l'exécutif, puisque l'exécutif est, donc le procureur il est soumis à la hiérarchie de l'exécutif. Donc nous pensons qu'il faut aller plus. Faute d'obtenir cela, on devrait quand même se contenter de la mise en compétition. Pas mal pour Babacar Ba, coordinateur du Forum du Justiciable. Nous avons toujours proposé à ce que le poste de procureur de la République soit un poste qui sera mis, en tout cas, à un appel à candidature, ce qui naturellement va garantir davantage l'indépendance du parquet. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment saluer, mais également quelque chose qu'il faut vraiment apprécier à sa juste valeur. Parce qu'aujourd'hui, si on donne la possibilité à tout un chacun, en tout cas, de déposer sa candidature, cela va limiter, en tout cas, en quelque sorte, certaines manipulations ou bien limitation même de l'exécutif dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Sur ces révélations de Les Échos, nous avons tenté de recueillir la réaction de l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, mais sans succès. Le bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Mbaye Gueye, ne nous est pas finalement revenu. Les révélations de nos confrères concernent les tribunaux d'instance et de grande instance, mais non la Cour suprême et la Cour des comptes. E-Radio, les infos d'ici et d'ailleurs. Exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal, les sociétés membres de l'Association internationale des producteurs tirent la sonnette d'alarme. Le respect strict des normes sanitaires et de sécurité est nécessaire. Utiliser des produits certifiés, par exemple, est un moyen préventif important aux yeux de plusieurs experts. Oumou Kalsoumba. Les normes sécuritaires et sanitaires au travail dans l'industrie du pétrole et du gaz sont importantes et doivent être respectées. D'après Abdoukhadre Djourane, expert en contrôle magnétoscopique, cela va passer par l'utilisation de produits certifiés. Il faut savoir une chose, dans le monde pétrolier, il faut surtout dans l'hydrocarbure, il y a beaucoup de normes au niveau international que les populations, surtout les chefs d'entreprise, doivent respecter. Savoir déjà quels produits utiliser dans les installations de l'hydrocarbure. Utiliser des bons produits certifiés. Et ce que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'industriels minimisent, ce sont des vannes, des tubes API, des brides et des raccords, des fittings. Et tous ces produits-là doivent être certifiés ISO et Veritas. Certifiant ce produit, ça veut dire que ce produit a toutes les caractéristiques pour pouvoir utiliser dans des installations pétrolières. L'application de ces règles peut contribuer à la préservation de l'environnement. Et nous tous, nous parlons du pétrole et du gaz. Donc ces produits-là, le jour qu'on commence à les monter, il y a un risque pour l'environnement. Par exemple, les pipelines qui sont sur le côté de Yarar, sur ces zones-là, par exemple. Si demain on monte une vanne et la vanne ne fonctionne pas bien, et ça peut créer des incendies. Donc utiliser le produit certifié, ça garantit beaucoup de choses. Selon le rapport de sécurité établi par les sociétés membres de l'Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz, la région de l'Afrique est en deuxième position s'agissant du nombre de décès. En cause, le non-respect des règles sécuritaires et sanitaires au travail dans l'industrie du pétrole et du gaz. E-Radio, vous suivez le Midi King, il est 12h08. Réhabilitation des aéroports régionaux. L'opération va durer 47 mois. Selon le secrétaire général de la Haute Autorité des aéroports du Sénégal, le colonel Sadir Diouf, qui prend part à la rencontre sur la sûreté de l'aviation civile. Le séminaire réunit les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité et les usagers de l'aéroport. Objectif principal de cette rencontre, un renforcement de capacité pour tous. Mohamedou Kandji. Un séminaire sur la sûreté de l'aviation civile se tient à Ziguinchor au moment où l'État a mis en place le programme de réhabilitation des aéroports régionaux. Le colonel Babacar Sadir Diouf est le secrétaire général de la Haute Autorité des aéroports du Sénégal. La conflictualité qui a beaucoup changé et qui nous oblige à aller vers les acteurs de la sûreté, aussi bien vers les décideurs que vers les acteurs qui mettent en œuvre les mesures de sûreté. Mais nous avons aussi en perspective le programme de réhabilitation des aéroports régionaux
situation qui nous oblige vraiment à venir vers les acteurs pour prendre des actions anticipatives dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de sûreté. Et c'est dans ce cadre qu'on est venu faire un séminaire avec les autorités de la région et en même temps procéder à des séances de formation pour la police, la gendarmerie et tous les autres acteurs qui sont en fait usagers de l'aéroport de Ziguinchor et du Cap Skirring. Un séminaire qui vient à son heure, surtout qu'il va permettre aux participants de se familiariser avec les nouveaux concepts liés à la sûreté de l'aviation civile. Ibra Fall est le préfet de Ziguinchor. C'est un séminaire qui permettra à ces acteurs de se familiariser avec l'environnement de la sûreté et de la sécurité aéroportuaire. Donc de se familiariser avec les concepts, avec les normes et pratiques, avec tout ce qu'il convient de connaître et de maîtriser pour mieux prendre en charge la mission de sécurité qui est confiée à ces entités-là. Au sortir de ce séminaire, les participants devront pouvoir partager leurs connaissances pour jouer davantage leur partition dans la sûreté de l'aviation civile au niveau des aéroports. L'infatigable Mamadou Kandji, le colonel Babacar Sadir Diouf qui souligne que des inspections et des audits ont été menés pour Ziguinchor et Cap Skirring notamment. Écoutez-le. C'est un programme qui a déjà été lancé d'ailleurs par le chef de l'État à Saint-Louis parce que ce programme prend en compte la réhabilitation de 5 aéroports qui commencent par Saint-Louis, Matam Ourossogui, Tamba, Kédougou et ensuite Ziguinchor. Donc c'est un programme qui se déroule sur 47 mois avec comme objectif de recevoir 2 aéroports, donc Saint-Louis et Matam, dans les 18 mois. Donc ce qui veut dire qu'il nous faut anticiper sur en fait la livraison de ces aéroports pour qu'on ne soit pas surpris le jour où il nous faudra mettre en œuvre les mesures de sûreté au niveau de ces aéroports. Particulièrement pour Ziguinchor et le Cap Skirring, nous avons mené déjà des inspections, des audits et nous avons des plans pour au moins rénover les aéroports, les reconfigurer pour pouvoir procéder à des mesures de sûreté qui permettent vraiment de nous mettre à l'abri. L'info en continu sur www.imedia.sn. Lutte contre le terrorisme, lancement de la chaîne YouTube Educating for Peace. Un an après, le bilan est satisfaisant selon le directeur de Timbuktu Institute, le docteur Bakary Samb, à l'initiative, mais un bémol tout de même. Il souligne que le combat est loin d'être gagné. Écoutez-le. Aujourd'hui, nous avons réussi à faire des jeunes des porteurs de messages de paix, des ambassadeurs de la paix. On ne voulait pas faire une chaîne YouTube, on venait donner des leçons aux jeunes. Mais nous avons voulu donner la chance aux jeunes eux-mêmes de produire des messages de paix sous la forme de, ça peut être du théâtre, ça peut être de la poésie, et ils se sont exprimés. Aujourd'hui, cette chaîne-là continue à diffuser des messages de paix, des messages alternatifs à l'esprit de violence et même de l'extrémisme, et ça commence à être véritablement diffusé, non seulement au Sénégal, mais ça a même donné des idées à d'autres pays qui se sont inspirés de cette initiative-là. Cette lutte sera de longue haleine et à côté de l'option militaire, de l'option sécuritaire, nous nous situons du côté de l'éducation et de la sensibilisation. Cela fait son chemin. Aujourd'hui, tout le monde est engagé, les milieux religieux, et je pense que c'est un bon début du fait que cela fasse tache d'huile aujourd'hui et que d'autres communautés, d'autres secteurs, d'autres organisations, et qu'au sein de l'État même, une pleine conscience est désormais prise pour que ce problème de la violence en général et de l'extrémisme soit pris à bras-le-corps. Le docteur Bakary Samb qui s'exprimait en marge du lancement de la bande dessinée intitulée Non-violence dans les sports, notamment. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Vous suivez e-radio, le Midi Keng. Si vous êtes au volant, vous êtes en infraction, sans doute sans le savoir. En effet, les anciens permis de conduire ne sont plus valides, mais aujourd'hui, la plupart des conducteurs l'ignorent. Les permis de l'heure sont plutôt des permis numérisés. Voici les éclairages de Awa Diop.
Lancée depuis presque 5 mois, la mise en service des permis numérisés ne semble pas enrôler bon nombre de conducteurs. Au moment où la validité ou non des anciens permis se pose, nombreux sont les conducteurs qui ne détiennent pas ce document administratif. Modou, chauffeur de taxi, en fait partie. Je n'ai même pas encore déposé pour avoir le nouveau permis. Je n'étais pas au courant concernant l'annulation des anciens permis. Mais bon, je vais aller déposer bientôt. Comme lui, Mamour est un chauffeur de particulier, mais pour lui, l'information relative à son groupe sanguin reste un blocage. Je ne savais pas que les anciens permis ne sont plus valides, mais moi, ce qui me pose problème, c'est mon groupe sanguin que je dois forcément fournir. Le manque de communication sur les délais d'expiration des anciens permis est cité par cet automobiliste. Non, je n'ai pas encore retiré mon nouveau permis. La semaine dernière, un agent m'a interpellé pour cela, mais il devait nous informer que le délai concernant les anciens permis était arrivé à expiration. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne le font jamais. L'initiative de l'État du Sénégal de numériser et sécuriser les documents et titres de transport est aujourd'hui totalement entrée en vigueur. Mais à ce jour, cette exigence de disposer du permis numérisé est méconnue de plusieurs conducteurs. L'actualité internationale sur e-Radio. Bokar Alpha-Khan, bien le bonjour. Bonjour Khalifa Diakhaté. Guinée, l'ambassadeur russe propose au président Condé de modifier la constitution pour briguer un 3e mandat. Exactement. L'ambassadeur de Russie en Guinée est le doyen du corps diplomatique accrédité dans ce pays. C'est donc lui qui doit prononcer le discours de présentation des vœux au président Alpha Condé. Lors de la cérémonie, Alexandre Bregadze, ambassadeur donc de la Russie en Guinée, a déploré le principe d'alternance inscrit dans la Constitution, dont il a suggéré la modification pour permettre au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat, provoquant des protestations de l'opposition et de la société civile. Alors, selon le diplomate russe, les constitutions ne sont pas des dogmes. Elles ne sont ni la Bible, ni le Coran, estimant qu'elles doivent s'adapter à la réalité et non l'inverse, avant de s'interroger en ces termes. Mais pourquoi, si, en général, tout va bien et que la perspective est bonne, procéder à une alternance. Fin de citation. Ancien opposant historique et premier président démocratiquement élu de cette ex-colonie française d'Afrique de l'Ouest, régie jusqu'alors par des pouvoirs autoritaires, voire dictatoriaux, Alpha Condé, dont le second mandat s'achève en 2020, a souvent contesté la pertinence de la limitation du nombre de mandats en Afrique. Alors, Bokar Alpha-Khan, sans aucun doute, la société civile et l'opposition n'ont pas apprécié du tout. Oui, le principal parti d'opposition, l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG de Cellou Dalein Diallo, s'est élevé contre ces déclarations, pressant d'ailleurs les autres ambassadeurs de s'en désolidariser. L'ambassadeur russe doit savoir qu'il n'est pas du rôle d'un ambassadeur de se mêler des problèmes internes d'un pays indépendant, a réagi jeudi Fodé Oussou Fofana, vice-président de l'UFDG, estimant que le représentant de Moscou n'aurait jamais tenu ses propos sans l'aval du président guinéen. Au sein de la société civile aussi, cette position de l'ambassadeur russe suscite l'indignation. Le leader du ballet citoyen, Sekou Kounduno, et une association donc farouchement opposée à un 3e mandat d'Alpha Condé, a dénoncé l'intervention du diplomate russe, qualifié de discours incohérent, illogique, inapproprié et surtout anticonstitutionnel. Nous y restons en Guinée où les enseignants vont retourner dans les salles de classe. Alors, un protocole d'accord a été signé hier soir entre le syndicat des enseignants et le gouvernement. Un protocole dans lequel les deux parties se sont accordées sur 12 points. Depuis octobre, le syndicat des enseignants a déclenché une grève générale portant sur une revendication de 8 millions de francs guinéens comme salaire de base. Moussa Diawara, correspondance à Conakry. Dans le protocole d'accord signé tard la nuit du jeudi, les deux parties ont décidé de la suspension de la grève des enseignants. Au total, 12 points figurent dans le protocole. Il a été convenu, entre autres, du dégel du salaire des enseignants grévistes, le rétablissement des enseignants démis ou mutés pour faire des grèves, la construction des logements sociaux, l'assainissement du fichier du personnel enseignant, la poursuite du paiement des 40% d'augmentation des salaires accordés aux enseignants ayant fait valoir leurs droits à la retraite au 31 décembre 2017. La mise en place d'un comité mixte de suivi et évaluation du présent protocole, le respect des libertés et droits syndicaux. Les deux parties s'accordent que nul ne sera sanctionné ou poursuivi pour faire des grèves. Enfin, le syndicat des enseignants s'engage à organiser des cours de rattrapage à tous les niveaux pour combler le retard accusé dans le calendrier scolaire. Depuis octobre, date officielle de l'ouverture des écoles guinéennes, les enseignants ont refusé de se présenter dans les salles de classe à cause d'une grève
grève déclenchée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, portant sur une revendication de 8 millions de francs guinéens comme salaire de base du corps enseignant. Conakry, Moussa Diawara, iRadio. L'envoyé de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, s'est félicité jeudi des progrès réalisés par les pays de la sous-région pour consolider la démocratie malgré une insécurité croissante. Oui, c'était hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Mohamed Ibn Chambas, qui est le chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, UNOAS, a en particulier noté que les tensions au Nigeria étaient élevées avant les élections présidentielles et législatives du 16 février prochain. Les détails avec Pape Ibrahim Ndiaye sur des éléments sonores fournis par les services d'information de l'ONU. De nouveaux progrès ont été accomplis dans la consolidation démocratique en Afrique de l'Ouest et au Sahel, malgré les problèmes de sécurité persistants. C'est la synthèse du rapport sur les activités du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, l'UNOAS. Selon Mohamed Ibn Chambas, chef de cette institution, il est nécessaire de poursuivre les efforts pour résoudre les problèmes litigieux liés aux élections, afin de prévenir et d'atténuer les violences liées aux élections, ainsi que pour soutenir le dialogue inclusif. Toutefois, la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest et au Sahel reste une source de préoccupation pour l'ONU, Mohamed Ibn Chambas. La situation en matière de sécurité reste préoccupante, en particulier au Burkina Faso, au Niger et dans le nord-est du Nigeria, où nous avons assisté à une flambée des attaques terroristes. Dans cette région générale du Sahel, le bassin du lac Tchad exige une réponse internationale forte à l'appui des efforts régionaux tels que ceux de la force opérationnelle multinationale interarmée dans le bassin du lac Tchad et bien sûr des forces du G5 dans la région du Sahel. Des élections auront lieu au Nigeria, au Sénégal, en Mauritanie et au Bénin dans les 6 prochains mois. Elles seront suivies de près pour éviter les contentieux post-électoraux préjudiciables à la stabilité de la sous-région. L'ONU et l'UA appellent les Centrafricains à saisir l'opportunité des négociations, ce pour tourner la page des violences. Alors, la mission conjointe ONU et Union africaine a pris fin hier. Les négociations se tiendront à Khartoum dès le 24 janvier prochain, mais les accords de paix seront signés à Bangui. Le commissaire à la paix de l'Union africaine a rappelé à l'issue des discussions toute la détermination des partis à aller de l'avant. Smaël Chergui au micro de nos confrères de la télévision centrafricaine. Nous tous, il y a une détermination pour réellement mettre en œuvre et aller de l'avant dans cette initiative. Et celui qui invite, celui qui conduit cette négociation, c'est l'Union africaine avec le soutien des Nations Unies. Ceux qui auront la haute main sur la négociation, c'est l'Union africaine avec le soutien des Nations Unies. Soyons très clairs là-dessus. Pour sa part, Jean-Pierre Lacroix, chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, a mis en garde tous ceux qui seraient tentés de persister dans la voie de la violence. Jean-Pierre Lacroix au micro toujours de nos confrères de la télévision centrafricaine. Je pense qu'il faut vraiment que tous nous prenions conscience du fait qu'il y a un moment, un momentum important, une chance pour la République centrafricaine. Encore une fois, nous savons bien que les défis sont immenses, que l'essentiel du travail reste à faire. Nous savons bien qu'il y a dans ce pays encore beaucoup de violence. Encore une fois, je les condamne, nous les condamnons avec fermeté. Je le redis, tous ceux qui prendront la responsabilité d'essayer de faire dérailler ce processus de dialogue prendraient une très lourde responsabilité. Je pense que le moment venu, ils rendraient des comptes. Mais il ne faut pas que cette chance soit perdue. Il faut que nous travaillions ensemble à faire gagner la République centrafricaine. Notre unique objectif, c'est le succès de votre pays, que nous aimons, auquel nous sommes très attachés, tous, et je parle pour les Nations Unies, au premier rang desquels le secrétaire général des Nations Unies qui avait rendu visite à la République centrafricaine et au peuple centrafricain il y a quelques mois et qui m'a redit l'attachement très fort qu'il porte à votre pays et au succès de la paix en République centrafricaine. Voilà. Alpha Khan, merci. Merci. Dans un instant, Célina Abagay pour les sports. Le journal des sports de iRadio. Bien le bonjour, Célina. Bonjour, Khalifa. Alors les sports que nous démarrons avec le basket, le Sénégal qui renonce à l'organisation du tournoi qualificatif
au Mondial 2019. C'était prévisible. Oui, parce que Khalifa, cela coïncide avec la présidentielle du 24 février 2019. Le Sénégal, qui avait demandé et obtenu l'organisation de la dernière fenêtre des éliminatoires du Mondial, a finalement décidé de ne pas prendre de risques, comme nous l'indique Samba Gueye. Il est le chargé de communication de la Fédération sénégalaise de basketball. Le tournoi de la poule F, zone Afrique, n'aura donc pas lieu à Dakar. Écoutons à ce sujet Samba Gueye, chargé de communication de la Fédération sénégalaise de basketball. Nous avions reçu de la part de la FIBA l'organisation de la fenêtre du mois de février qui coïncide avec les élections présidentielles. Donc après analyse rapide, nous nous sommes rendus compte qu'il serait impossible d'organiser ce tournoi durant cette période où effectivement il y aura la dernière phase de la campagne électorale et surtout l'élection présidentielle le dimanche 24 février. C'est-à-dire que nous sommes dans une période électorale et donc il était impossible quand même de faire cette organisation. Sachant que ce n'est pas une première en Afrique. En 2017, vous savez que c'est le Congo qui devait organiser. À cause des élections, ça a été annulé, raison pour laquelle le Sénégal et la Tunisie avaient dépanné pour l'organisation aussi bien à la première phase à Dakar et la seconde phase en Tunisie. C'est effectivement ça. Nous aurions aimé organiser à Dakar comme pour avoir la possibilité de gagner nos matchs, comme l'ont fait la Tunisie, l'Angola et le Nigeria qui ont organisé 2 fois. Maintenant, il va falloir se préparer, continuer la préparation et aller se battre ailleurs pour que le Sénégal puisse se qualifier au championnat du monde qui est prévu du 31 août au 15 septembre. Football avec le barrage aller, Coupe CAF, le Jaraaf à Dakar qui reçoit le Jaraaf de Dakar à Dakar, reçoit la Renaissance sportive de Berkane pour une place en phase finale. Effectivement, Khalifa, ce sera demain au stade Léopold Sédar Senghor. Le Jaraaf, qui a été éliminé par le Wydad Athletic Club du Maroc, va donc faire face à une autre équipe marocaine pour obtenir une qualification à la phase de poule de la Coupe CAF. La manche aller sera déterminante d'après Salif Diallo, le journaliste sportif de l'agence de presse sénégalaise, estime que le Jaraaf a les atouts nécessaires pour passer ce cap. Les détails avec Sekou Seydi. Le Jaraaf de Dakar a une carte à jouer dans les barrages de Coupe CAF. Selon Salif Diallo, les Verts et Blancs ont le potentiel pour battre les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane. Le football marocain est un peu au-dessus du football local sénégalais. Mais maintenant, c'est un match, tout est possible. Ils auraient pu mettre 4-1 ou 5-1, personne n'aurait pris au scandale contre le WAC. Et puis le WAC n'est pas inférieur à la RS Berkane. Il faut y croire, c'est tout. Je pense que moi, c'est ça. Ils prennent trop de haut les Marocains. Ils pensent que les Marocains, c'est des super génies, ainsi de suite. Je pense que le Jaraaf croit à ses propres moyens. Oui, ça peut marcher. En championnat, le Jaraaf de Dakar n'est pas au meilleur de sa forme. Et pour Salif Diallo, les Médinois doivent être plus efficaces pour passer l'étape des barrages. Si vous regardez les matchs du Jaraaf, d'habitude même le championnat local sénégalais, les gens ils se créent 18 occasions pour marquer un but. Là, le haut niveau, ça craint quoi. Il faut vraiment être bon, il faut gagner 2-0, 3-0 ici pour aller essayer d'être bien au match retour. Mené en Ligue africaine des champions par Wydad Athletic Club, le Jaraaf peut se racheter en obtenant une qualification aux phases de poule de Coupe CAF. Et pour y parvenir, les Médinois devront assurer ce samedi face aux Marocains de la Renaissance sportive de Berkane. Céline Abagay, le mercato hivernal 2019 très favorable aux Lions du Sénégal. Oui, beaucoup d'entre eux reçoivent des propositions. Le plus ciblé est sans doute Kalidou Koulibaly, le défenseur du Napoli, est pisté par plusieurs grands clubs européens. Mais le plus sérieux des prétendants est sans nul doute Manchester United. D'après la presse anglaise, les Red Devils font le forcing pour avoir Koulibaly dans leur effectif durant ce mois de janvier, une chose que Naples refuse catégoriquement. Cependant, Khalifa, le transfert de Koulibaly vers United pourra se faire vers United ou une autre grande équipe, il faut le dire, d'Europe, pourra se faire qu'en août, comme le veut le Napoli. En France, Angers a prêté Salou Ciss à Valenciennes jusqu'à la fin de la saison. Blessé à la cheville depuis le début du championnat, Salou Ciss n'a disputé aucun match avec Angers. Il ne figurait d'ailleurs plus dans les plans de son entraîneur. À Valenciennes, il va retrouver un club qu'il connaît bien et va tenter de se relancer. Enfin, nous faisons un détour à Saint-Etienne pour parler de Makhtar Gueye qui lui aussi devrait partir en prêt pour avoir du temps de jeu. D'ailleurs, plusieurs clubs se sont déjà informés sur les conditions à remplir pour accueillir le jeune joueur. L'AS Nancy Lorraine a quant à elle déjà formulé une offre pour accueillir le jeune attaquant sénégalais en prêt, un prêt qui devrait toutefois intervenir que si les Verts bouclent le dossier de leur attaquant Biric. Pour terminer, le Timbuktu Institute qui lance une bande dessinée, une BD donc, pour lutter contre la violence dans le sport. Effectivement, Khalifa, l'objectif principal est de sensibiliser les populations, particulièrement les jeunes, sur les méfaits de la violence dans les espaces sportifs. Mam Abdougaye Kassé a assisté à la cérémonie de lancement. Voici son compte rendu.
L'idée de lancer une telle initiative résulte d'un constat noté dans le milieu sportif sénégalais. Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute. Nous avons constaté que le sport, qui devait être le lieu de socialisation, le lieu de promotion de valeurs citoyennes, était malheureusement ces dernières années impacté par des scènes de violence inouïes, si on se souvient de ce qui s'est passé à Demba Diop et ailleurs, et que nous nous sommes dit qu'il était temps que Timbuktu Institute, dans ses missions d'éducation à la paix, puisse aussi investir ce milieu-là. Au-delà de la bande dessinée, Timbuktu Institute compte sensibiliser les jeunes afin qu'ils s'imprègnent pleinement de la lutte contre la violence. Aujourd'hui, ça a été l'occasion de lancer cette bande dessinée, mais aussi de donner une session de formation aux jeunes et promouvoir leur leadership dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la violence dans le milieu sportif, et même plus largement pour lutter contre la violence afin de renforcer la cohésion sociale au Sénégal. En partenariat avec l'ONCAV, l'organisation qui gère les Nawetan au Sénégal, et l'ambassade de France, le Timbuktu Institute compte diversifier les supports de communication afin que le message touche le maximum de cibles possibles. Oui, il y a des gens qui ne savent pas lire. C'est pourquoi les supports de communication ont été diversifiés. Vous savez que dans ce projet-là, il y a un volet qui s'occupe des radios communautaires qui vont diffuser ces messages. Et le moment des compétitions sportives aussi, ce sont des moments très importants pour nous de communication, ciblant des audiences différentes et en espérant que le message leur arrivera. Cela aura l'impact que nous cherchons à travers ce projet d'éducation citoyenne. La bande dessinée initiée par le Timbuktu Institute vise à diminuer de manière drastique la violence dans le sport au Sénégal. Une initiative saluée à sa juste valeur par le ministère des Sports. C'est tout, Khalifa, pour cette page des sports du Midi-King. L'info sportive qui revient ce soir dans Sport à 16h40 est aussi disponible en continu sur emedia.sn. Merci Cédina Abagay, 12h30. Vous écoutez e-radio sur la 90.3 FM Dakar. Le dossier du jour, la disparition des 7 pêcheurs de Saint-Louis. 7 pêcheurs, dont 4 ont été retrouvés morts au large du Cap-Vert. Une situation, un drame qui relance le débat sur la sécurité en haute mer. Prétexte pour e-radio de s'intéresser aux méthodes traditionnelles mais modernes, et également des pêcheurs pour garantir leur sécurité, leur survie en haute mer, et ce à l'heure du GPS. Le dossier est signé Pape Ibrahim Ndiaye. Au quai des pêches de Yoff, ces hommes et ces femmes, toutes générations confondues, venus très tôt le matin, sont en pleine négociation avec leurs fournisseurs. Leur matière première, le poisson. Justement, comment ces pêcheurs le trouvent-ils en haute mer? Ce marailleur, la cinquantaine, est allé maintes fois en mer sans géolocalisation. À l'époque, on se servait des vagues comme repère. Une fois en pleine mer, le pêcheur doit tout faire pour garder en mémoire les différentes vagues, pour maîtriser sa direction. Il pouvait également utiliser les étoiles pour rentrer à Kayar. À bord de sa pirogue, Vieux Sec reconnaît l'efficacité de cet outil de localisation, mais ce jeune pêcheur l'utilise rarement. En cette période, on ne va pas loin parce qu'il n'y a pas tellement de poissons. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de GPS. Il faut juste utiliser des objets pour retrouver sa direction. Bourmandaoudien trouve dommage les pêcheurs qui meurent en mer. Grâce au GPS, il est allé jusqu'en Espagne. Il pointe du doigt l'insouciance de certains de ses collègues. Beaucoup de pêcheurs ont en leur possession le GPS, mais en réalité, ils ne savent pas l'utiliser. Si par exemple, en pleine mer, le GPS change de localisation, de pays, il faut savoir le régler. Mais beaucoup de pêcheurs ne le savent pas. Et comme solution, Daour Ndoye préconise la formation. Les pêcheurs connaissent très peu les avantages du GPS. Rares sont ceux-là qui connaissent toute son utilité. Certains ne savent que l'allumer et l'éteindre. La Grande Bleue a englouti beaucoup de pêcheurs ces dernières années. Les experts expliquent cette situation par le non-respect des règles de sécurité pour aller en haute mer. Au village de Yoff, les pêcheurs sont unanimes. La géolocalisation, un outil efficace pour lutter contre ce fléau. Justement, la géolocalisation en mer qui préoccupe les pêcheurs. La direction de la protection et de la surveillance des pêches a tenté d'y apporter une réponse. Le programme de géolocalisation des embarcations de pêche artisanale au Sénégal, un programme qui connaît un grand succès selon Adama Faye. Adama Faye est le directeur adjoint de la DPSP. Il est au micro de Aminata Ndiaye Sarr.
Nous développons un programme de géolocalisation des embarcations de pêche artisanale depuis plusieurs années. Maintenant, on est à un niveau expérimental. L'ensemble de ces pêcheurs ont été identifiés, c'est-à-dire les capitaines. Ils ont été formés pour pouvoir utiliser ce matériel de géolocalisation qui nous donne la situation en temps réel. Il suffit même pas d'être à l'école pour pouvoir utiliser l'appareil. En cas de problème, donc ils appuient sur un bouton de détresse et là, l'information nous parvient dans les secondes qui suivent. Nous avons des résultats très probants parce que de Saint-Louis au Cap Skirring, donc 171 balises de géolocalisation ont été distribuées à des pêcheurs. Nous travaillons de concert avec les comités locaux de pêche artisanale et sur ce, nous sommes en train de suivre et d'expérimenter et voir l'appareil qui est le plus performant pour qu'on puisse procéder à la phase de vulgarisation. Donc nous avons des résultats très probants. Nous suivons les pêcheurs, nous savons là où ils vont. Quand ils ont des problèmes aussi, ils appuient sur le bouton de détresse et ça nous permet quand même de les assister à temps. Les chroniques de Mamoudou Ibra Kane. On pourrait assister à une recomposition politique avant l'heure, au vu justement du nombre de candidats recalés par le Conseil constitutionnel. Mamoudou Ibra Kane réfléchit. Il faut remonter à bien loin dans l'histoire politique du Sénégal pour assister à un tel scénario. Une recomposition politique se dessine avant l'heure, plus exactement à 1 mois 15 jours de l'élection présidentielle. En général, une redistribution des cartes politiques intervient après une élection et non avant. C'est que l'échéance électorale du 24 février diffère de celles qui l'ont précédée. Le parrainage est passé par là. Des 27 candidats à la candidature soumis au test de présélection, seuls 7, comme les 7 sages et 7 jurés, ont pour l'heure réussi à rester dans les starting blocks. D'anciens premiers ministres, d'anciens ministres et d'autres personnalités, et non des moindres, dont 3 femmes, se voient ainsi recalés. Des recours sont introduits, mais la liste provisoire attendue du Conseil constitutionnel ne devrait pas comporter beaucoup de surprises. Le parrainage est en train de contrarier bien des ambitions présidentielles. Que faire devant une telle équation ? Le dilemme peut être cornélien pour nombre d'entre les infortunés. Soutenir le président sortant ressemblerait à un reniement, tandis que l'alignement derrière un opposant n'en serait pas moins risqué. 2 exemples pour illustrer ce propos, Aïssata Tall Sall et Malick Gakou. D'obédience socialiste, les 2 leaders avaient emprunté des couloirs différents. Ils peuvent naturellement être portés à s'allier avec l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, qui, fait insolite, pourrait être le premier candidat en prison à l'élection présidentielle dans notre pays. Les avatars de la vie politique sont propices à des retournements de conjoncture et de situation. L'une et l'autre ont une parole plus lissée, moins langue de bois pour éviter les couacs et les maladresses. Dans les semaines à venir, leurs moindres faits et gestes seront scrutés, tamisés, pesés et sous-pesés à mesure que se rapproche l'horizon du 24 février prochain. L'opinion garde en mémoire la déclaration encore fumante d'avril 2018 du président du grand parti de sacrifier son ambition présidentielle sur l'autel de la libération et de l'élection de son grand frère socialiste à la présidence de la République. Cet engagement devant témoins va constituer un élément axial dans la décision que prendra l'ancien numéro 2 de l'AFP en cas d'invalidation définitive de sa propre candidature. Quant à la présidente du mouvement Oser l'avenir, elle n'est jamais allée aussi loin dans son soutien à son camarade Khalifa Ababacar Sall. D'ailleurs, elle n'exclut aucune hypothèse par rapport à la nature de sa participation à la prochaine élection présidentielle, quand bien même elle n'ignorerait pas la sensibilité d'une partie du peuple socialiste au sort de l'ex-premier magistrat de la capitale. S'ils restent toujours attachés à leur doctrine politique, Aïssata Tall Sall et Malick Gakou peuvent évoquer la cause patriotique
pour ne pas dérouter leurs partisans, tout comme un geste politique de haute portée, synonyme d'habileté ou de finesse, n'est pas à exclure. Mais la politique a ses raisons que la raison ignore. Rappelons-nous la situation à la fois inédite et indécise de l'entre-deux tours de la présidentielle de 2000, lorsqu'Abdou Diouf et Abdoulaye Wade se disputaient le ralliement de feu d'Ibo Leitika, convaincu de voir en lui le faiseur de roi. Autre temps, autre acteur. L'idée émise au sein de l'opposition d'un éventuel boycott de la présidentielle en est la preuve. Le président Macky Sall, candidat à sa propre succession, n'est pas forcément le plus mal à l'aise dans la configuration actuelle de l'échiquier politique. On peut même dire qu'il boit son petit lait. Il ne serait pas étonnant de voir dans les prochains jours des candidats disqualifiés soutenir sa candidature. Réalisme politique oblige. GD16 vous offre la revue de presse. C'est avec Ousmane Gueye. Khalifa Abubakar Sall, désormais notifié par la Cour suprême, l'ex-maire de Dakar a reçu le fameux arrêt suite à l'audience du 3 janvier. Avec ses avocats, il peut maintenant penser à introduire son rabat d'arrêt comme l'explique Enquête. Et pour ce faire, le socialiste a 1 mois, informe Les Échos. 1 mois pour introduire le rabat et rester ainsi dans la course à la présidentielle, convaincu qu'il est suspensif. Tout le contraire défendu jusqu'ici par les avocats de l'État. Une bataille de l'opinion d'ailleurs engagée par ces derniers. Selon Les Échos, les conseils de l'État vont probablement faire face à la presse dimanche pour une petite mise au point sur le rabat d'arrêt. La décision de la Cour suprême, publiée in extenso par Libération. Publication sur 2 pages et un constat se dégage du texte, relève Cheikh Mbacké Guissé, que ce soit pour l'immunité de Khalifa Sall ou pour le jugement de la CEDEAO, la haute juridiction a tout taillé en pièces. Le président de la République, lui, va-t-il tailler en pièces les prérogatives accordées au procureur? Du tout, mais Les Échos est formel. Macky Sall est ouvert à la mise en compétition du poste. De quoi ravir, écrit le journal l'Union des magistrats du Sénégal, qui multiplie ses sorties et ses peu dire pour une indépendance de la justice. La petite révolution qui s'annonce dans le secteur va plus loin, à lire les confrères, puisque le chef de l'État a également donné son accord sur la transparence au niveau des tribunaux d'instance et de grande instance, juridiction dont les chefs devraient être choisis à l'issue d'un appel à candidature avec des critères objectifs. Mais il ne faut pas rêver, prévient le journal, ça ne concerne pas la Cour suprême et la Cour des comptes. Le procureur de la République choisi par appel à candidature, sa démarche en sera-t-elle moins controversée? En tout cas, la société civile ne comprend pas son silence sur les 94 milliards soulevés par Ousmane Sonko. Dans Vox Populi, la commission orientation et stratégie du M23 interpelle Serigne Bassirou Gueye sur les révélations du patron de PASTEF. Il n'y a pas qu'elle d'ailleurs, puisque le Forum civil demande aussi à être éclairé. Je ne peux pas comprendre qu'un justiciable puisse accuser un agent de l'État d'avoir détourné plus de 94 milliards jusqu'à saisir le procureur de la République, et aujourd'hui on veut déplacer le débat entre 2 autres justiciables, s'étonne le coordinateur Birahim Seck. L'inaction du maître des poursuites dans cette affaire, pour prendre le titre de la tribune, questionne les confrères qui questionnent à leur tour où est le procureur de la République. Dans cet article, Hassan Fall considère que l'affaire est en train de prendre une tournure politique alors qu'il s'agit d'un détournement présumé de deniers publics de 94 milliards CFA. Pourquoi donc orienter le débat vers les 12 milliards de commissions réclamées par un cabinet privé et ne pas aborder les 94 milliards, se demande la tribune. La polémique Toulou Oyel, les liaisons ou pas avec Ousmane Sonko, Source A s'en empare, et c'est pour conclure que Oxfam, qui n'aurait pas visiblement tiré les leçons de novembre dernier, risque gros. Plus gros même, souligne le journal, qui explique comment l'ONG est impliquée dans le présumé soutien financier de la compagnie pétrolière à l'ex-inspecteur des impôts et domaines. Plus de 97 millions de francs CFA. Et pendant que le leader de PASTEF doit ou pas répondre de toutes ces affaires, Macky Sall, également en course pour le 24 février, fait son casting comme le titre lasse. Oui, le patron de l'APR peaufine son directoire de campagne. Il a convié hier au palais tous les responsables de parti
partis et mouvements de soutien pour échanger sur les stratégies et programmes à mettre en place pour dérouler une excellente campagne électorale. Forte de 150 leaders de partis, la mouvance présidentielle, rapporte l'AS, a installé son comité stratégique autour de son candidat. Macky Sall a concocté son plan de guerre, relève enquête qui annonce que le directoire de campagne va être lancé entre le 25 et le 30 janvier. Et pour cette présidentielle, la tribune décrypte pour vous cette fin de semaine le jeu et les enjeux. À la une, les photos des 7 acteurs retenus par le Conseil constitutionnel en attendant la suite. En sport, le Paris Saint-Germain, un avenir qui interroge à la une 2 stades, 10 penalty en 27 matchs, un état d'esprit à retrouver et forcément un effectif à renforcer. GD16 vous a offert la revue de presse. Une revue de presse qui met un terme à ce Midi Keng dont voici l'essentiel. Affaire Khalifa Sall, les avocats de l'ex-maire de Dakar disposent d'un mois pour demander un rabat d'arrêt auprès de la Cour suprême. Les conseillers du candidat de la coalition Taxawu Sénégal se disent confiants quant à l'issue de cette affaire. Exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal, les sociétés membres de l'Association internationale des producteurs tirent la sonnette d'alarme. Le respect strict des normes sanitaires et sécuritaires est nécessaire. 47 mois pour boucler la réhabilitation des aéroports régionaux, annonce du secrétaire général de la haute autorité des aéroports du Sénégal, le colonel Sadir Diouf, qui a pris part à la rencontre sur la sûreté de l'aviation civile. C'est à Ziguinchor. Guinée, l'ambassadeur russe à Conakry, favorable à un 3e mandat pour le président Alpha Condé. Il lui demande dans ce sens de modifier la constitution pour pouvoir se présenter le moment venu. Le dossier du jour consacré à la sécurité en haute mer, signé Pape Ibrahim Ndiaye, la chronique de Mamoudou Ibra Kane qui s'est penchée sur une redistribution des cartes avant l'heure à envisager, le nombre de candidats recalés par le parrainage pouvant l'imposer. Au micro, Khalifa Diakhaté, ce journal a été mis en onde par Aliou Diassé, coordonné par Mohamedou Kandji. Dans une poignée de secondes, de 19, le journal de la présidentielle avec Migui Maram Ndiaye, 13h Ribari avec Aminata Ndong, Salim To pour vous mettre l'eau à la bouche. Bon appétit. Yeah.